il n'y a pas de secret, je vais être très clair pour les gens qui ne nous connaîtraient pas et qui sont là pour peut-être pour la première fois. On se connaît quand même très très bien avec Clarence, on est dans la même maison d'édition, on fait pas mal de trajets ensemble pour les salons, on chante des dessins animés ensemble avec, avec la chorale composée de Ludovic Miserol et Ophélie Cohen. Donc on a une chorale de dessins animés tout à fait passionnante. Si vous voulez animer un anniversaire ou autre, on est disponible, hein, les Phénix Noirs, on peut vous faire des choses folles. Et puis Clarence, je le dis souvent, mais c'est important parce que c'est pas anodin, est toujours disponible pour tester des choses un peu folles que j'invente, genre cette chaîne Twitch. Et heureusement qu'il y a des personnes comme elle qui ne comptent pas leurs heures, et qui rigolent avec moi en coulisses pour vous préparer ces soirées. Merci infiniment pour ça, Clarence. Je le dis en dehors et puis je le dis aussi quand on est en live, tu le vois. Mais avant de parler de... Merci beaucoup. Ça nous fait des super bêtisiers, c'est chouette. Ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Avant de parler de ton dernier roman, Meurs mon ange, et pas Meurs mon amour, c'est important. Meurs mon ange, de tes projets, de la vie et puis de toutes les questions que vous allez poser à Clarence. Une petite transition, comme je vous le disais, tu as participé à ce recueil. Que retiens-tu de cette expérience ? D'un recueil comme ça collectif sur un thème qui a un but en plus caritatif. Et j'avais déjà participé à d'autres recueils en vue d'organisation de salons ou alors à des recueils pour des groupes de lecture, mais c'est vrai que c'était la première fois que je participais à un recueil à but caritatif. Et moi, il en faut très peu à mon petit cœur pour accepter ce genre de projet et de beaux projets. J'adore ça, je fonce, je ne me pose même pas de questions. J'ai participé à ce recueil. Dans la foulée, j'ai aussi été couper mes cheveux pour l'offrir à une autre fondation, une fondation qui lutte contre le cancer en Belgique, la fondation Think Pink. Donc il m'en faut vraiment très peu. Et puis Sylvie est adorable et j'ai vraiment pas hésité une seconde. Par contre, j'ai eu plus de mal, c'est vrai, au départ avec le thème respire, debout, souffle. Je dis oulala, moi j'ai l'habitude d'écrire des thrillers et je vais devoir essayer de trouver un sujet qui parle de respiration, de tenir debout. C'était, j'ai quand même dû me faire un petit brainstorming. Et puis j'ai pensé à développer un sujet que je connais bien, que je n'ai jamais développé dans un roman, et qui est celui de la course à pied et du marathon. Donc où là aussi, il faut gérer son souffle. Et puis plus que dans une autre course, le marathon, il n'y a rien à faire. C'est quelque chose de très très mental, où à un moment, il faut tenir debout, il faut réfléchir à son souffle, se caler dessus. Et essayer de tenir 42,100 en 95 km. Et je me suis dit que c'était une belle image physique et mentale pour illustrer ce recueil pour la mucoviscidose. Et puis un sujet qui te tient à cœur, parce que tu courais beaucoup, et très bien d'ailleurs. Voilà, j'ai couru beaucoup. J'ai fait 6 marathons et c'était vraiment une passion pour moi que j'ai dû arrêter aussi à cause de problèmes de santé. Et ça me mine beaucoup. Donc, c'était un peu, coup double aussi pour moi, cette participation. Et je pense que du coup, ce thème de la course à pied s'est imposé. Et ça fait quoi pour toi, en tant que romancière, d'être contactée par quelqu'un qui lance ce type de projet? Voilà, tu te dis, ok, on a pensé à moi, ça fait quoi? Oui, j'étais contente. Bien sûr, je suis contente dans ces cas-là qu'on pense à moi. Je pense que c'est normal, oui. Oui, d'abord, je m'y attends jamais. Et puis après, je suis ravie, oui. Mais j'aime bien les beaux projets, donc. Comme je disais. Et est-ce que c'est difficile pour toi d'écrire finalement une nouvelle? C'est plus court, c'est très différent d'un roman. Est-ce que ça a été une grosse difficulté ou bien qu'est-ce que tu en retires? La nouvelle, c'est un format que j'aime bien, en fait. J'en ai écrit, comme je disais, plusieurs pour d'autres recueils, plutôt des recueils pour des salons ou pour des groupes. J'ai écrit aussi
une nouvelle, enfin un opuscule pour les éditions La Miroir. Donc là, j'avais gagné un concours et puis j'avais gagné juste 4 livres et je ne savais pas quoi faire de cette nouvelle. Donc je l'avais proposée aux éditions La Miroir. Ils l'ont acceptée. Elle s'appelle le mot de la fin. Et là, le thème, c'était « Je torture mon éditeur ». Donc je devais torturer mon éditeur si je me rappelle bien, en 3 chapitres. Et pour les éditions La Miroir, ça faisait 5000 mots. Donc ce sont des opuscules de 5000 mots tout pile. Pas un mot de plus, pas un mot de moins. Et j'ai pris un malin plaisir à torturer psychologiquement un pauvre éditeur, séquestrer sa famille, etc. Marco, donc, Salvatore, si vous nous regardez, on pense fort à vous. Oui, et en plus, je crois que j'ai sorti l'opuscule avant de signer chez eux, donc je suis extrêmement courageux. Ah, ils sont courageux, hein, mais je trouve aussi. Bien, Raphaël nous dit j'aime bien les éditions IFS, leur couverture, la police, entre autres, et puis les auteurs. Merci beaucoup. Merci. Monique nous confirme que les auteurs sont très sympas, que c'est une belle équipe. Moi, je suis d'accord, et Raphaël complète leur stand à Bondu était top. Mais oui, partout où on va, hein. Il y a toujours une bonne ambiance, j'avoue. Et donc, n'hésitez pas, si vous voyez qu'on est là en salon, passez nous dire bonjour. A priori, on ne vous oblige pas à acheter les livres, mais on passera quand même un bon moment. Mais en plus, il y a tellement de talent. Donc, pour cette soirée, je vais faire du tease. Il paraît que je dois le faire. Tu sais, Clarence, comme dans les livres, hein, finalement. On va parler de quoi ? On va parler de Meurs mon ange, ça c'est sûr. Parce que c'est ton dernier livre paru, mais qui parle beaucoup aux mordus. Je vois Monique dans le chat. Tu n'es pas une inconnue dans ce groupe si merveilleux qui me ruine tellement je vois passer de conseils, de lectures qui me tentent. Monique, ça ne va pas du tout ce que vous faites à mon compte en banque. On va aussi parler... Tu as utilisé un joker un peu particulier pour ton prochain livre, ton nouveau projet. Le joker René. On en a un peu parlé tout à l'heure. René Manzor. Ben, on va un peu aborder ça. Ce joker René Manzor que tu as tiré pour le prochain projet. Et bien, si vous voulez savoir pourquoi, vous êtes obligé de rester. Oui, je sais, c'est comme ça. Et on va parler de plein de choses, de voyage, et puis Death Note Thriller, puisque apparemment, moi je déteste les étiquettes, toi je ne sais pas, mais on te colle souvent cette étiquette de reine de Death Note Thriller. On va apprendre un petit peu ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment ton fond de commerce quand tu décides de partir sur une histoire, le voyage? On va voyager un petit peu, parce que ça fait plaisir de voyager, même quand on reste chez soi. Avant tout ça, une question très originale, Clarence, tu vas l'adorer. Est-ce que tu peux nous pitcher Meurs mon ange pour les personnes qui ne... Pitcher Meurs mon ange comme ça? Oh là là, je vais vous lire le 4e de couverture. C'est horrible, je déteste pitcher. En fait, c'est ma plus grande hantise en salon, c'est quand les gens viennent me voir, ne connaissent pas du tout mes livres et me demandent de pitcher mes livres, en fait. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, est-ce qu'on peut dire que... Est-ce qu'on peut dire que tu vends mieux les livres des autres que les tiens en salon? Alors les autres, voilà, mes voisins de table souvent pitchent mieux mes livres que moi, j'avoue. J'ai du mal à en parler en fait. C'est comme si on me disait d'écrire tes enfants, enfin mes enfants, voilà, c'est très compliqué. C'est comme quand on me demande aussi quel est celui de mes livres que je préfère. Pareil, c'est comme les enfants, je n'en sais rien, je les aime tous. Avec leurs défauts et tout ce qui va avec. Mais Meurs mon ange, je vais essayer, hein. C'est l'histoire d'Anya. Anya qui vit à Amsterdam, qui est hollandaise, et son mari a disparu 2 ans auparavant. Son mari et son bébé, qui n'avait pas tout à fait 1 an. Son mari indonésien, qu'elle avait rencontré quand elle travaillait là-bas. Et Anya, elle est devenue dépressive, alcoolique, junkie aussi. C'est un peu, voilà, elle est un peu dépravée. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Elle sait plus payer ses factures. Et on lui propose un jour un job qui est très bien payé.
ça lui tombe dessus, elle peut pas refuser, et c'est un job de modératrice web. Et donc toute la journée, Anya, elle va regarder des images qui sont abominables, et ces images, elle va les trier. Est-ce qu'elles peuvent rester sur le net, ou est-ce qu'elles doivent, ou est-ce qu'elles doivent être passées à la trappe. Donc ça, c'est le boulot d'Anya. Et un jour, évidemment, elle va avoir une image qui va lui rappeler son passé douloureux. À côté de ça, on retrouve aussi à Amsterdam le cadavre sans tête d'un homme pendu à la flèche d'un hôtel-grue. Donc il y a un quartier à Amsterdam qui s'appelle NDSM, un quartier que j'adore. D'ailleurs, je viens d'y passer 2 jours, là, lundi et mardi. Un quartier, un ancien chantier maritime avec des hangars qui sont réaffectés en fait en ateliers d'artistes. Et au milieu de ce quartier, il y a une grue dont 3 cabines ont été réaménagées en suite d'hôtels. Et à la flèche de ces grues, on va retrouver un cadavre sans tête d'un homme assez important, riche, mais très louche, et qui lui aussi est indonésien. Encore parallèlement à ça, il y a une série de crimes perpétrés à Bali, aussi des meurtres, et on va retrouver des hommes décapités dans des coins touristiques, dans des lieux touristiques de Bali. Et j'ai un flic, Guntur, qui va être affecté à cette enquête, alors que lui habite Java, mais il trempe un petit peu dans des affaires louches lui aussi. C'est un flic un peu corrompu, et on va le mettre sur cette affaire à Bali. Et comme ça ne s'arrête pas là, puisque ce sont 4 histoires qui se recoupent, puisque faire simple, voilà, c'était justement trop compliqué pour moi. Il y a l'histoire d'Eko et Tofik. Eko et Tofik qui vivent à Sulawesi, et ils courent dans la jungle, ils fuient un ennemi qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne connaissent pas le visage, ils ne savent pas qui c'est, mais on les poursuit dans la jungle, et on va suivre aussi leur histoire à eux. Et évidemment, au fil du livre, les histoires vont se recouper petit à petit. Donc on va voyager d'Amsterdam à Bali. On va découvrir un Bali beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir. Et je mélange aussi dans ce livre le côté très anthropologique et très ethnographique, justement. Donc il y a un côté ethno-thriller, donc ce côté qu'on avait entièrement dans La Parole du Chacal. Et ce côté-là, je vais le mélanger au côté enquête, flic et polar d'ineffaçable. Donc un roman, oui, je dirais complexe, un roman tentaculaire, un peu comme les racines qui sont illustrées sur la couverture. Cette couverture, en fait, qui illustre parfaitement le livre. Et vous la voyez évidemment à l'écran, cette couverture magnifique de Marie, qui fait que des couvertures magnifiques dans cette collection. Mais dans le chat, question de Sylvie, qui est au taquet. Hein. Elle a encore plein d'énergie pour poser des questions. Oui. Où vas-tu chercher tout ça, Clarence? Tu t'inspires de faits réels ou pas? Oui, je m'inspire de faits réels. Ça, c'est tout à fait vrai. Je m'inspire de mes voyages, mais pas que. Alors, j'ai la grande chance, à côté d'écriture, d'exercer 2 métiers, dont un est très riche culturellement parlant. Donc, j'enseigne en fait l'histoire de l'art non occidental et l'anthropologie. Et ça me permet évidemment d'étudier des civilisations lointaines, leur culture, tout ce qui est objet, art, rituel. Et évidemment, c'est une source d'inspiration pour moi énorme. Parce qu'il ne faut pas toujours chercher, comment dire, la peur très très loin. En fait, l'autre, sa façon de vivre, la différence, ça peut être quelque chose d'extrêmement angoissant. Et c'est un thème que je travaille, que je travaille vraiment régulièrement dans mes livres. Il est toujours en filigrane. Et donc, intense voyage au pluriel que tu offres à tes lecteurs. Je confirme. Tu parlais d'un roman tentaculaire qui n'est pas simple. Eh bien, non. C'est une des questions qui revient souvent et qui, je crois, qui est intéressante de te poser. C'est que moi, j'ai eu ce sentiment-là quand je l'ai lu.
au début, alors il faut s'accrocher dans le sens où on est avec plusieurs histoires au début, voilà, qui se suivent. Et c'est vrai que retenir tous les prénoms, bah voilà, on se dit ok, on est dans telle partie, dans tel pays, mais je tiens à vous rassurer, assez vite, bah, ça s'éclaire et puis les choses se recoupent, donc on fait des liens. Mais c'était une volonté de ta part de commencer. Donc si quelqu'un me disait pendant les premières pages, accrochez-vous, prenez 2-3 notes si besoin, parce qu'il y a beaucoup de personnages, et puis il faut le temps de les placer dans sa tête pour ne pas les oublier. C'était voulu de ta part justement de partir un peu dans tous les sens, de bousculer un peu les lecteurs, et puis de les guider, parce que ça fait partie du suspense, évidemment. Et honnêtement, pour rassurer les gens qui pensent que c'était un peu voilà, très fouillu au début, oui, mais pas tellement, parce que on n'est jamais perdu. Je veux dire, tu mets des balises qui font que on comprend avec qui on est, où on est, et puis ça se rejoint, et il y a un entonnoir. Donc voilà, mais dans la construction du livre, on en reparlera tantôt avec la carte René, hein. Vous n'oubliez pas le spoil, non il ne vient pas, mais j'aurais pu vous faire croire que Oli boîte. Mais voilà, la construction c'est toujours intéressant. Comment tu as travaillé en sachant que le début, oui, il y a quand même beaucoup d'histoires qui commencent, et donc il faut placer tout ça pour après pouvoir s'amuser avec. Alors, je pense qu'effectivement, Meurs mon ange n'est pas un livre qu'on peut abandonner pendant 2 semaines et le reprendre après. Je crois que c'est un livre qui doit quand même être lu de manière assez continue, parce que c'est peut-être les seules remarques négatives en fait que j'ai eues sur ce livre, c'est qu'au début, on doit sauter d'une histoire à l'autre, et que parfois avec les prénoms indonésiens, c'est pas forcément évident. En fait, c'est tellement peu évident avec les prénoms indonésiens que mes bêta-lecteurs se moquaient de moi en cours de manuscrit, parce que je faisais des erreurs moi-même dans les noms. Donc j'ai des Malais qui sont devenus Malais, j'avais des Erwin qui devenaient Edwin. Donc à un moment, même moi, mais je suis pas douée avec les noms aussi, hein, demander à mes étudiants, c'est un vrai sketch. Donc je me perdais, pas dans mes persos, je les connaissais bien, mais voilà, j'avais tendance parfois à confondre des B avec des P, parce que ces prénoms sont pas toujours simples. Et bref. Mais sinon, j'avais envie justement de relever ce défi, de développer 4 histoires très singulières, qui avaient un lien entre elles, et que ce lien, le lecteur essaye de le deviner, et puisse finalement en prendre connaissance au fil du livre. Oui, le livre n'a pas une construction facile. Alors, je lis un tout petit peu les messages du chat. Je ne sais pas si tu les vois, Clarence, donc n'hésite pas à me le dire. Mais donc, merci bien à Lati, qui doit malheureusement nous quitter. Oui, il y aura un replay. Donc, l'intégralité de l'émission, elle est accessible pendant 14 jours. Donc, dès que ça se termine, c'est disponible. Et puis, je m'amuse à faire du découpage, mais un peu à la hache, hein. Donc je vais faire 2 temps forts, à savoir toute la partie avec Sylvie, toute la partie avec Clarence. Ces vidéos-là, je pense qu'elles restent sur Twitch, mais alors je suis encore un peu une bille, donc je ne suis pas sûr. Alors ce que je fais, c'est que je vais les coller dans la chaîne YouTube de la boîte. Comme ça, je suis sûr qu'on ne perdra jamais ces grands moments qu'on a passés ce soir. Donc oui, il y a des replays déjà sur Twitch, et puis potentiellement sur YouTube, si tu ne les trouves plus sur Twitch. Et puis voilà, Cécile qui nous dit plein de belles choses à vous deux. Merci. Et au plaisir de vous recroiser. Au plaisir, oui, j'espère, bientôt. C'était en Normandie, je crois, la dernière fois. Ravi de pouvoir dire à mes grands, voire très grands ados, que oui, sur Twitch, on peut parler bouquin. Eh ben oui, moi aussi, ça me surprend, mais on va y arriver grâce à vous. C'est vraiment... Voilà, il y a tellement de choses possibles ici, on va beaucoup s'amuser. Merci pour le follow, n'hésitez pas à suivre la chaîne, ça permet au projet de continuer d'exister. Et donc à très bientôt, Cécile, j'espère. Alors, Sylvie nous disait que, après avoir lu, tu parles de choses qu'on peut retrouver potentiellement, mais on va pas spoiler. Oui. Et donc, oui, tu te sers quand même de faits réels pour après étoffer, inventer, mais c'est pas... Tout n'existe pas, tu as une part que tu crées, mais tu pars d'éléments qui existent. Je ne sais pas si tu veux aborder
le tout début, parce qu'il ne faut pas trop en dire, sinon c'est pas marrant, parce que Non. Monique n'a pas encore lu, et donc on peut pas spoiler, de toute façon c'est interdit de le spoiler ici. Et donc... Voilà, je peux pas parler des rituels Non. voilà, qui sont traités et qui sont exposés dans Meurs mon ange, sinon je spoil, je raconte la fin. Je peux parler éventuellement des thèmes qui sont développés dans Meurs mon ange. Il y a j'en ai parlé déjà, il y a la corruption, hein, c'est un des pays où la police est la plus corrompue au monde, donc ils ont même une brigade anti-corruption. Il y a le thème de la maternité, puisqu'Anya, son bébé a disparu, mais il n'y a pas que le thème de la maternité, il y a aussi le thème de la paternité. Donc mon flic indonésien, Guntur, lui, a aussi un bébé qui a disparu, donc on l'apprend au fur et à mesure du livre, mais on sait voilà, que ce bébé est décédé, on ne connaît pas encore tout à fait les circonstances de sa mort, mais ça a aussi une implication sur le fait voilà, qu'il soit corrompu, qu'il ait été muté à Bali. Ça parle aussi beaucoup du rapport à la mort, Meurt mon ange. Oui, de notre rapport à la mort, du rapport à la mort dans d'autres civilisations. Mais je ne vais pas en dire plus. On va pas en dire plus. Non, Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce ne sont pas des personnages en carton. Hein. Ils sont épais, très épais. Ils ont un vécu, il y a les backstories. Enfin, on est avec eux. Je pense que ma compagne, faudrait qu'elle me le rappelle, mais je pense qu'elle a lu en 3 jours, 4 jours, grand max. Parce que comme tu disais, quand on commence, on lâche plus. R. Pourriel demande, est-ce qu'il vaut mieux avoir lu Ineffaçable qu'il commence ce soir avant Meurt mon ange? C'est mieux, oui. C'est mieux de les lire dans l'ordre. Alors, on peut les lire dans le désordre. Donc, j'avais demandé à Isabelle, une amie à moi, une amie mordue de thriller d'ailleurs, Isabelle David, de bêta-lire Meurt mon ange parce que je savais qu'elle n'avait pas encore lu Ineffaçable. Je voulais voir si on pouvait comprendre ou suivre le personnage de Carole dans Meurt mon ange, même si on n'avait pas lu le précédent. Il y a beaucoup de personnages, on l'a dit, dans Meurt mon ange, mais il y a un personnage qu'on retrouve d'abord dans Ineffaçable, qui est donc Carole Jacobs, qui est mon flic auquel je me suis attachée, et donc j'ai eu envie qu'il revienne. Dans Ineffaçable, il est le personnage principal. Dans Meurt mon ange, il est un des personnages. Il est le flic qui est appelé en consultance sur l'enquête d'Amsterdam, donc, puisqu'on va retrouver un cadavre pendu à une grille dans un quartier street art. Et comme il est devenu à Bruxelles un petit peu le spécialiste des crimes version street art, on l'appelle en renfort sur la scène de crime. Et finalement, on va l'écarter de l'enquête un petit peu rapidement. Ça lui met la puce à l'oreille. Il se dit qu'il y a quelque chose à creuser. Et Carole, je ne vais pas l'épargner pendant tout le roman. L'enquête va un petit peu le dépasser. Oui, j'avoue. Et donc Sylvie Pollardeuse, qu'on ne présente plus, elle dit « Je trouve que d'aller d'une ville ou d'une histoire à l'autre rend le suspense plus intense, surtout quand on atterrit dans la jungle de Bali sans transition. » C'était ma question suivante. Même dans le chat, Sylvie, on dirait que tu as accès à ma conduite, c'est dingue. Je crois que tu as piraté mon ordinateur. Je me demandais, la jungle, tu en parlais un petit peu avec ces personnages qui fouillent on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi. La jungle, c'est un personnage aussi, parce qu'il y a les personnages humains, mais il y a les lieux aussi avec toi. Oui. Oui, les lieux dans mes romans sont toujours des personnages principaux du livre. Dans Meurt mon ange, c'est le cas. Bali est un des personnages, mais il n'y a pas que Bali. Amsterdam est un des personnages, et la jungle sulawésienne est un grand personnage du roman, puisqu'on est Ko et Tofi qui courent à travers cette jungle, qui doivent se cacher. Il se passe des choses assez abominables, en fait, dans cette jungle. Les hommes sont impitoyables, mais la nature aussi. Hein. Ils vont faire des rencontres assez, je ne vais même pas dire étonnantes, assez effrayantes. Et j'en suis toujours parmi. Hein. Tu t'en es toujours. Il y a toute cette description de la canopée que j'ai vraiment voulu rendre la plus étouffante, la plus angoissante possible. Oui. Ouais, parce que vous riez, vous, derrière vos écrans, mais après, c'est moi qui dois la prendre en voiture pour aller dans les salons.
Et c'est pas super rassurant dans ces cas-là. Mais oui, tous ces personnages, les lieux, c'est peut-être aussi ça qui fait que, comme je disais au début, on fait une espèce de catégorie ethno-thriller quand on parle de tes livres, même si, on en parlait un petit peu, Ineffaçable se passe à Bruxelles. Donc Oui. c'est original d'avoir cette étiquette, alors que c'est ethnique aussi, Bruxelles. Moi en tout cas j'ai trouvé que la visite de Bruxelles était incroyable. J'avais rarement visité en tout cas Bruxelles de cette manière-là, dans Ineffaçable. Puisqu'on en parlait, est-ce que tu veux en dire un mot pour les gens qui ne connaissent pas de quoi parle Ineffaçable? Alors, juste pour le côté un petit peu ethnique de Bruxelles, pour la petite anecdote, j'ai eu une journaliste qui m'avait interviewée lors d'une rencontre littéraire dans une librairie, enfin chez Maupassant à Bruxelles. Et en fait, elle ne savait pas du tout quel était mon profil. Donc, elle avait reçu le livre, elle l'avait lu et elle n'avait pas voulu lire la 4e de couverture. Elle m'a dit qu'en lisant le livre, elle s'était dit, tiens, ça doit être quelqu'un qui a dû faire l'anthropologie. Parce que j'avais travaillé la multiculturalité de Bruxelles, justement ce côté ethnique, et j'avais vraiment voulu rendre à Bruxelles tout son côté ethno et multiculturel. Donc ça, c'était pour le petit clin d'œil et la petite parenthèse. Et Ineffaçable, oui, là, de nouveau, Bruxelles est un personnage... en soi, c'est un personnage à part entière. En fait, Ineffaçable ne pourrait pas se passer ailleurs qu'à Bruxelles, comme La Parole du Chacal ne pourrait pas se passer ailleurs que dans le pays de Gon, et Meurmonange ne pourrait pas se passer ailleurs qu'à Bali et à Sulawesi. C'est impossible, en fait. Souvent, les auteurs créent un scénario, enfin souvent, ça arrive qu'ils créent tout leur scénario, ils ont leur histoire en tête, leurs personnages, et puis ils se demandent, tiens, je vais transposer tout ça où ? Je vais transposer en France, en Belgique, ailleurs, dans quelle région, dans quelle ville, alors que chez moi, la réflexion est tout autre. Chez moi, il y a des lieux, et à partir de ces lieux, à partir de certaines coutumes, à partir de certains rites, de caractéristiques socioculturelles, je vais tisser mon intrigue. Donc, je travaille vraiment dans le sens inverse. Et donc, Gwen... Et du coup, je n'ai pas parlé d'Ineffaçable, tu vois. Mais non, juste J'ai pour... pas été disciplinée. Mais ça va aller, on va s'en sortir. C'est parce que j'ai pas l'air comme ça, mais je suis vraiment. Et Gwen nous dit, une certaine description est terrible. Clarence, je ne la cite pas, mais elle est magique. Ça, c'est dans Meurs mon ange, et je pense qu'on a la même référence. Gwen, je pense. Et effectivement, on ne va pas la citer. Et donc, c'est le grand jeu du soir. Ne pas citer, mais deviner. Ah ben voilà. Et c'est vraiment possible, hein, parce que j'ai aussi des lecteurs qui m'ont dit, mais moi j'ai été voir sur le net, je me suis dit, c'est pas possible ce qui se passe dans cette jungle-là, elle exagère. Non, c'est possible, ça arrive. Et donc, si vous êtes curieux, on va pas vous dire quoi, mais sincèrement, oui. Et une scène en particulier, oui, mais je pense qu'on a la même, Gwen, vraiment, je pense qu'on a la même. Un petit mot sur Ineffaçable, donc, l'histoire. Avant de repartir sur Meurs mon ange. Alors, Ineffaçable part d'un fait divers aussi, réel, donc de nouveau d'une situation réelle. Juste après les attentats de Paris et Bruxelles, il y a des fresques qui sont apparues sur les murs de la ville, dans les quartiers sensibles, des fresques gigantesques, hein, des murs entiers. Et ces fresques étaient soit à connotation sexuelle, donc des fresques pornographiques, soit elles étaient horrifiques. Et étrangement, parce que on n'est pas bruxellois pour rien, et que je crois qu'il y a vraiment une mentalité assez particulière. Je crois qu'on a un esprit complètement tordu quelque part en Belgique. Donc étrangement, les pouvoirs publics bruxellois ont décidé de laisser ces fresques sur nos murs. Donc il faut imaginer que pendant 2 ans, on a eu à Saint-Gilles, dans un quartier populaire juste en face d'une école catholique, on a eu un pénis géant sur une façade, et quand je dis un pénis géant, pas un truc fait à la n'importe quoi, non, ultra réaliste, hyper bien fait, et c'est un truc jamais dans une autre ville, à mon avis, au monde, on ne laisserait cette fresque 2 heures, ou même 1 heure. Chez nous, elle est restée 2 ans, c'est
énorme. Les riverains passaient et ce truc était là. Et à l'époque, je faisais des visites guidées donc je travaillais pour une ASBL qui s'appelle City Run, qui organisait des visites guidées de Bruxelles en courant, puisque je courais beaucoup. Et en fait, les touristes, quand je leur faisais faire ce tour, c'était le tour Art Nouveau à Bruxelles, on commençait par le tour quasiment devant cette fresque. En fait, les touristes non belges trouvaient ça complètement insensé. Ils me disaient, mais enfin, limite chez nous, même des bêtes tags normaux, des bêtes graphes, on les enlève, la ville est toute propre, et chez vous, vous laissez ça. Et je me suis dit là, il faut que j'utilise ça un jour dans un bouquin. Il faut que j'écrive un truc sur Bruxelles avec ces fresques, parce que c'est complètement surréaliste. Voilà, c'est vraiment le surréalisme belge dans toute sa beauté. Donc quartier populaire, quartier ultra multi-ethnique, et vous avez ce pénis géant. Enfin, et quand je dis ça, il y a d'autres scènes. Hein. Il y avait des scènes de pénétration, ou il y a eu des scènes d'égorgement, hein, une scène avec un éventré sur un immeuble de je ne sais plus combien d'étages. Donc vraiment des trucs pas piqués des verres, et vraiment très 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 visible. Et alors du coup, il y a eu toute une réflexion chez nous sur l'obscurantisme, la liberté d'expression. En plus, ces fresques, elles étaient quand même dans des quartiers ultra sensibles. Donc il y avait quelque chose d'un petit peu provocateur aussi de la part du graffeur. Oui, on n'est pas sur Martine visite Bruxelles, hein. On n'est pas sur Martine visite Bruxelles. Et alors, pour reparler d'ineffaçable, puisque je m'égare, j'ai inventé des crimes associés à l'apparition de ces fresques, et un trio de flics sur les traces de ce graffeur ce graffeur criminel un peu fou. Un trio de flics haut en couleur, quoi. Ça, je me suis inspirée de mon expérience au casier judiciaire de Bruxelles. Et donc, Oli Boîte nous dit Paul Colise a aussi utilisé ses graphes dans un bouquin. Je crois que c'est un des seuls que je n'ai pas encore lu de lui, et donc je ne sais pas si ça vaut le détour. Mais connaissant Paul, je pense que voilà, ce serait intéressant aussi de voir comment lui l'a utilisé. Toi, tu as lu le livre? J'en ai discuté avec lui. D'accord. Je ne l'ai pas lu, mais j'en ai discuté avec lui. Et on s'est rendu compte qu'en fait les deux bouquins n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. Donc lui, c'est son point de départ. Donc son personnage, je crois, principal peint ses fresques, et puis il part tout à fait ailleurs, je crois, vers des pays de l'Est. Donc plus rien à voir après avec les fresques. Chez moi, elles sont beaucoup plus... Voilà, c'est vraiment le thème central en fait du livre. Mais c'est vrai que ça a marqué les Belges et les Bruxellois en particulier. Et donc forcément, les auteurs et les artistes, on se réveille avec ça sur les murs. On a envie, c'est tentant. Ça me mène tout doucement à une question de Sylvie. Quand tu arrives à écrire des situations comme celle de Bali, où c'est dur, où c'est violent, et puis qu'ensuite tu mets le mot fin, dans quel état tu te trouves ? Alors, Meurs mon ange, ça a été compliqué de l'écrire. Je l'ai terminé en plein confinement. On était tous coincés à la maison. Je pouvais pas partir en Savoie. Je me suis dit, quitte à ce que mes vacances de Pâques soient gâchées, je vais écrire à fond. J'ai écrit, je crois, 14 heures par jour pendant 2 semaines. Et émotionnellement, c'était compliqué. J'avoue que l'histoire d'Anya, son personnage, les autres personnages aussi, comme je dis toujours, je les ai malmenés pendant les je ne sais plus combien de pages fait ce livre, près de 450 ou un peu plus. Je les ai vraiment épargnés à aucun moment, certains encore plus que d'autres, et j'ai souffert avec eux. Enfin, je pense que je n'ai jamais autant souffert avec un personnage qu'avec le personnage d'Anya. Et j'espère au moins d'avoir pu retranscrire ces émotions dans ce livre, et que les lecteurs les ressentent. Parce que je vous assure que j'ai souffert. Hein. Donc j'espère que vous avez bien souffert aussi. Non, je blague, mais c'était émotionnellement prenant. Oui. Non, désolé, moi j'ai adoré, j'ai passé un super moment. Mais qu'est-ce que tu veux? On se refait pas. Mais tu t'as même pas eu un petit peu mal? Allez, fais-moi plaisir, un petit peu mal. Si. Ah. Mais mal pour un bien, c'était agréable, vraiment.
Parce qu'on parlait un petit peu d'ineffaçable, et je sais que Monique est avec nous dans la chatroom, je peux pas m'empêcher de repenser que tu as obtenu le prix des mordus de thriller. Alors je pense que c'est 2020, si je dis pas de bêtises, mais vous me corrigez hein, si je dis des bêtises, ça arrive C'est en parfois. 2020. Pour Ineffaçable. Et donc, est-ce que tu veux nous en dire un petit mot parce que c'est pas rien, mais surtout, puisqu'on parle beaucoup de Meurs mon ange, ça met pas une petite pression comme ça, tout doucement, quand tu commences un livre après, est-ce que c'était déjà commencé au niveau de l'écriture et du coup, c'est arrivé, Oui, il était bien avancé. C'est arrivé en plein milieu et tu t'es dit, ok, je suis sur les rails, je vais continuer, mais ça met quand même un coup de pression. Un prix des mordus de thriller qui est quand même un très très beau prix, très gratifiant aussi, j'imagine, parce que ça vient des lecteurs plus que. Oui, ce prix, comme je le dis toujours, il est arrivé à un moment assez charnière en fait alors je vais pas dire dans ma vie d'auteur, ou alors dans ma vie d'auteur Eke. Le Eke en Belgique, ça veut dire petite vie, enfin petit. Donc vraiment dans ma petite vie minuscule de petit auteur, ça arrivait vraiment à un moment charnière. D'abord un moment où j'avais pas envie, mais je sais pas, il y avait plein de signaux qui me disaient arrête d'écrire franchement. Bref, tu perds ton temps. J'étais pas bien à ce moment-là dans dans ce processus d'écriture, dans ce monde de l'écriture. Ça arrive, je pense que ça arrive à tous les auteurs. Je suis quelqu'un qui me remet énormément en question, je doute en permanence. Alors il paraît que tous les auteurs font ça, mais chez moi c'est maladif. Et j'étais à un moment où j'avais envie de tout, voilà, où je me demandais si j'allais pas tout plaquer. Et ce prix des mordus est vraiment arrivé à ce moment-là, en fait, quand je vais pas dire quand j'y pensais plus, en fait c'est stressant en plus, hein, ce prix des mordus, parce qu'ils vous annoncent d'abord le 10e, le 9e, le 8e, et puis chaque fois ainsi de suite, sur plusieurs jours. Et puis à un moment on se dit, je suis pas dans le top 10. Est-ce qu'il se venge un petit peu de tout ce que tu fais quand tu écris? C'est ça, en fait. Oui, je crois que c'est assez sadique, ce système. Et je me disais, il ne reste plus qu'une place, donc ce sera pas moi, forcément. Donc voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. L'important, c'est de participer. Et donc, je m'attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout à le gagner. En plus, j'avais commencé un nouveau boulot. Enfin, soit c'était le début de l'année. Je crois que c'était en septembre. Et nous, quand on est enseignant, c'était c'est un boulot en rapport avec l'enseignement, mais pas de l'enseignement. On était en pleine rentrée académique, en plein rush. Donc, je courais, mais vraiment dans tous les sens. J'étais complètement débordée. Et puis, à un moment, j'avais en plus rendez-vous un super entretien avec mon boss où j'étais un peu stressée aussi. Et là, le truc qui tombe, tout d'un coup, mon téléphone commence à sonner de partout. Je vois que j'ai des notifs qui pleuvent. Et c'était le jour du truc du prix on annonçait le gagnant du prix des mordus. Et en même temps, il me restait toujours ce doute. Je pouvais pas ouvrir mon téléphone, je pouvais pas regarder les notifs. Je me disais, mais non, c'est quand même pas possible que ce soit ça, quoi. Non, c'est impossible que ça m'arrive, puisque je doutais, mais à un point à ce moment-là. Donc je me dis, non, c'est pas possible que ça m'arrive. Ça doit être autre chose. Ça doit être tout le monde qui m'envoie des messages pour me dire, on est désolé pour toi. Et finalement, c'était bien ça. Et je dis que ça arrivait à deux moments charnières. Donc celui où je doutais énormément, et parce que ça m'a remis le pied à l'étrier. Et là, je remercierai jamais assez les mordus. Hein. Je pense que sans tout ça, etc., je sais pas si Meurt mon ange serait là. Et un autre truc, c'est que donc je gagne ce prix des mordus. On se dit c'est bon, le bouquin, parce que j'étais dans une toute petite maison d'édition. J'étais justement imprimée à la demande, etc. C'était pas évident de vendre mes livres, de me faire connaître et de faire vivre en fait Ineffaçable. Et puis je crois que 2 jours après le prix des mordus, la maison d'édition met la clé sous la porte. C'est du book on demand, donc il faut imaginer qu'après le livre il n'est plus imprimé. Donc en fait j'ai gagné le prix et derrière j'en ai pas vendu un seul, ou alors ce qui restait sur Amazon, c'était pas plus possible de trouver Ineffaçable. Donc j'ai dû attendre qu'il soit réédité chez IFS. IFS qui était déjà justement en négociation avec mon ancien éditeur pour le racheter. Ils étaient en négociation depuis des mois. Ils voulaient absolument récupérer Ineffaçable. Puis la maison d'édition a mis la clé sous la porte. Ils m'ont rendu mes droits et on a pu le rééditer
au mois d'avril, donc quand même, je crois, 6 à 9 mois après. Oui, plus ou moins, oui, 7 mois après. Voilà la petite histoire du prix des mordus. J'étais toute stressée et en fait, je n'osais même pas intervenir sur les mordus. Je remerciais tout le monde. Je n'osais même pas faire un post, quoi. J'étais hyper intimidée. Je crois qu'il y a une modo qui m'a dit, il est temps que tu interviennes, fais un post, un truc, mais on t'attend. Et en fait, j'étais tétanisée, quoi. Honnêtement, je me suis dit après, mon Dieu, ils ont cru que je les snobais, mais non, en fait, pas du tout. J'osais pas, en fait. J'avais l'impression d'une mise en avant ostentatoire. C'était ouf. Et puis Monique nous dit, Clarence méritait son premier prix, et ça, j'en doute pas une seconde. Moi, j'étais tellement content pour toi. Mais c'est vrai que c'était un moment bizarre où tu reçois un prix incroyable et en même temps, le livre n'est plus disponible. C'est un cauchemar. Franchement, on se dit, non, c'est du Pierre Richard plus. Monique qui se demandait bien ce qui se passait. Oui, alors il faut imaginer la journée où je suis convoquée chez mon boss, rien de grave, où j'ai une journée d'enfer au boulot. C'est comme je disais, on était à peu près en pleine rentrée académique, c'était au mois de septembre, mais en fait en école supérieure, les rentrées académiques, elles sont plus tardives, c'est pas le 1er septembre. En plus, je donne cours le soir, donc j'enchaînais une journée de 12 heures. Enfin, c'était la folie. Je courais partout. Et donc, je crois qu'à 21h, finalement, j'ai créé un post sans oui, non, il faut apparemment. Et du coup, est-ce que ça t'a mis la pression pour Meurs mon ange? Pour le deuxième? Bah oui, le Meurs mon ange était en cours d'écriture. Oui, il était en cours d'écriture. Il était déjà bien avancé quand même. Il était loin d'être fini, mais j'avais toute l'histoire en tête, une bonne partie décrite. Mais oui, évidemment que ça met la pression. On se dit qu'on est encore plus attendu au tournant avec le suivant, en fait. C'est sûr. Puis voilà, j'espère que les lecteurs ont été contents de Meurs mon ange, quoi, qu'ils y ont retrouvé pas la même ambiance que dans Ineffaçable, parce qu'ils sont très différents, mais j'espère quand même qu'ils l'ont aimé, si pas plus, tout autant. Voilà, c'est tout ce que je lui souhaite à Meurs mon ange. Et donc, de toute façon, j'ai la pression tout le temps, hein, honnêtement. Que ce soit pour Meurs mon ange, Ineffaçable, je me mets la pression en permanence. C'est maladif, hein, ce que je disais tout à l'heure. Tu te mets la pression ou quelqu'un te la met? Ah non, je me la mets toute seule, la pression. Personne ne me la met. Eh ben, écoute. Non, je me la mets toute seule. Et encore, je me la mets parce que j'ai envie d'écrire des livres qui ne déçoivent pas les lecteurs. C'est même pas. Je ne me mets pas des pressions de chiffres, je ne me mets pas des pressions de vente, je ne me mets pas des pressions comme ça du tout. Je me mets vraiment des pressions qualitatives à fond. C'est vraiment. D'ailleurs, je ne pourrais pas relire maintenant La Parole du chacal. J'en serais incapable. Je me ferais honte. Je me dirais, mon Dieu, là, il y a ça qui va pas, il y a ça, parce que on progresse au fil des romans qu'on écrit. En tout cas, moi, c'est mon but, c'est de progresser à chaque livre. C'est aussi pour ça que je me mets la pression. Alors, de nouveau, pour la petite parenthèse, la petite anecdote, mon deuxième boulot en dehors d'être prof, c'est que je suis qualiticienne. Donc, je fais du management qualité en journée. Et donc, pour moi, me remettre en question, m'améliorer, produire toujours quelque chose de plus qualitatif, aller plus loin. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur, quoi. Ça fait aussi partie de mon ADN. Et donc, je crois que non, j'aurais du mal à relire La Parole du chacal. Je verrais tous ses défauts, quoi. Tous les trucs qu'il fallait pas faire et que j'ai fait. Eh bien, écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que cette soirée me semble très qualitative. J'espère que vous passez. Vous aussi, vous êtes toujours aussi nombreux. Merci beaucoup d'être là avec nous. Eh bien, vous le voyez, puisque j'ai amélioré les choses. Nous avons Clarence Spitz avec nous ce soir. Un jour, je ferai un beau bandeau pour le nom, je vous le promets. Mais ça donne déjà pas mal. Merci d'être là. N'hésitez pas à suivre cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Question, je ne sais pas si tu vas vouloir y répondre, alors je te laisse décider, évidemment, comme pour tout le reste. Mais Sylvie demande, pourquoi le titre Meurs mon ange? Ah là là. Je n'ai jamais mis autant de temps à trouver un titre. La Parole du chacal, le titre m'est venu assez vite. Il aurait dû s'appeler L'empreinte du renard. Je me suis dit, il n'y a sûrement aucun bouquin qui s'appelle L'empreinte du renard.
Je vais voir sur Amazon, il y a un livre écrit par Moussa Konaté, qui est un auteur malien, et qui a écrit L'empreinte du renard. Et ça se passe chez les Dogons du Mali. Donc voilà, je me suis dit, ça y est, il fallait le faire quand même. Donc il me faut un autre titre. Il s'avère que Empreinte du renard ou La parole du chacal, en fait, ça veut dire exactement la même chose dans la pensée Dogon. Donc le titre m'est venu assez vite. Ineffaçable aussi. Ces fresques que finalement on n'efface pas à Bruxelles, et pourquoi sont-elles ineffaçables? Donc ce titre m'a paru tout à fait évident. Par contre, Meurs mon ange, ça a été la galère. Il ne s'appelait pas du tout comme ça au départ. Le premier titre, je ne vais pas vous le dire parce que je trouvais qu'il spoilait le bouquin. Voilà, donc il était très sympa, mais il spoilait une partie du livre, donc je me suis dit non, ça va mettre trop la puce à l'oreille des lecteurs. Le second titre, c'était De chair et de bois. Et puis, De chair et de bois, il est resté assez longtemps. Et en fait, à cette période-là, juste avant qu'il sorte, il y a plusieurs livres qui sont sortis avec des de et de. Donc, Nicolas Lebel. Je ne sais pas lui si c'était Nicolas Lebel, mais il y en a eu vraiment 3-4 qui sont sortis avec des titres un peu similaires. Et là, Marco m'a dit, donc Marc-Olivier m'a dit, est-ce qu'il ne faudrait pas changer de titre parce que il y en a trop qui sortent pour le moment avec des titres comme ça. Ok, donc on a refait un brainstorming, j'ai proposé des tas de choses. Qu'est-ce qu'on avait, je sais plus, quelque chose avec les dieux, je sais plus ce que j'avais proposé aussi. Et puis finalement, un dîner avec des lectrices et avec mes deux éditeurs, avec Salvatore et avec Marc-Olivier. Pendant ce dîner, j'ai proposé différents titres et dedans, il y avait Meurs mon ange. Et là, les lectrices ont fait « Ah ouais, ça c'est top, Meurs mon ange » et tout le monde s'est arrêté sur celui-là. Voilà pourquoi Meurs mon ange. Alors ça ne dit pas quelle est la signification évidemment de ce titre. Et en fait, Sylvie, quand on lit Meurs mon ange, je pense qu'on peut tous choisir quel est son ange. On peut aussi tous choisir la personne qui parle, la personne qui dit « Meurs mon ange ». Qui est l'ange, qui s'adresse à cet ange. Je crois que il y a plusieurs options possibles. Je laisse la porte ouverte. Et merci beaucoup R Pourriel pour le follow, ça me fait super plaisir. Visiblement, d'après le robot, on est à 40. Ça veut dire qu'il manque encore chouette. 10 personnes pour atteindre l'objectif. Merci beaucoup, je suis ravi. Ça prouve que vous passez une bonne soirée avec nous. Eh bien parlez-en autour de vous quand tout ça sera fini. Partagez les replays parce que toutes les réponses que vous avez entendues ce soir, elles seront toujours valables demain. Et c'est toujours intéressant d'écouter les auteurs et puis d'autres personnes comme Sylvie tout à l'heure qui nous expliquent un peu des projets et autres. Clarence, pour toi, le voyage, c'est un peu la vie, j'ai l'impression, en tout cas dans les livres, et sans doute un petit peu dans la vraie vie, avec une très bonne playlist, si possible, dans les moyens de transport. Mais ici, tu le disais tout à l'heure, on part aux Pays-Bas, on est en Indonésie. Comment fais-tu tes recherches? Est-ce que tu vas sur place ou est-ce que tu te documentes? Il y a ta formation qui aide, j'imagine. Mais est-ce que tu vas sur place? Et comment est-ce que tu travailles? Alors oui, je vais sur place. Alors j'ai jamais été sur place parce que j'allais écrire un livre. Ça, je ne l'ai pas encore fait. La parole du chacal, j'ai visité le pays Dogon il y a maintenant quelques années, vu que ça fait quand même depuis 2012 que ce pays est en zone rouge. On n'a plus le droit d'y voyager, en tout cas pour le tourisme. Mais j'avais vraiment envie de planter un thriller dans un décor complètement insolite. Donc voilà, donc de là est venue l'idée de la parole du chacal, de travailler sur les Dogons, leur façon de voir le monde aussi, qui est ultra intéressante, aux antipodes de la nôtre. Cette façon de voir le monde qui est différente, qui peut nous faire peur aussi. Ces rituels qui peuvent nous sembler effrayants. J'avais vraiment envie de travailler ce rapport qu'on a à l'autre qui peut être très angoissant, comme je disais en début de live.
Et puis, ineffaçable, facile, Bruxelles, c'est ma ville. Hein. Donc maintenant, j'habite un tout petit peu en dehors de Bruxelles, mais j'habite à 1 kilomètre de Bruxelles, j'y travaille toujours. Et tous ces quartiers sensibles, en fait, j'y donne cours depuis maintenant 12 ans. Donc je donne cours à Molenbeek, près de la place des Étangs Noirs, donc vraiment dans ce quartier qui était mis en avant dans tous les médias il y a quelques années, fin de 2016. Et là aussi, j'avais envie en fait d'écrire un livre qui parlait non seulement de ces fresques, mais qui remettait un petit peu ces quartiers en lumière, qui montrait justement la réalité de ces quartiers, loin de ce qui avait été dit dans les médias. Et c'était très délicat pour moi d'écrire certains passages parce que je ne voulais pas assombrir encore plus Molenbeek. Je ne voulais pas non plus le mettre, en donner une image non plus qui était trop positive. Évidemment que Molenbeek a ses travers, évidemment que cette commune a souffert de certains dysfonctionnements, etc. Mais par contre, ça reste aussi une commune qui a énormément de points positifs, qui peut être extrêmement lumineuse à plein d'égards. Et les descriptions de Molenbeek, pour moi, ça a été vraiment très difficile d'écrire. J'ai écrit, réécrit et retravaillé vraiment plein de fois ces chapitres-là, parce que je voulais vraiment rendre à Molenbeek ce qui appartient à Molenbeek. Donc ça, c'est pour le côté voyage city trip à Bruxelles. Il n'y a pas que Molenbeek, hein. On visite plein d'autres quartiers de Bruxelles. Et puis, Meurmonange, Amsterdam, comme je disais, c'est une ville que j'adore. Je viens encore d'y faire un city trip là en début de semaine. C'est une ville que j'affectionne particulièrement et dans laquelle j'aimerais beaucoup vivre. Donc, il y a 2 villes dans lesquelles je pourrais vivre en dehors de Bruxelles, je crois, c'est New York et Amsterdam. C'est 2 villes que j'aime beaucoup. J'ai vraiment eu des coups de cœur pour ces villes. Évidemment, New York, je n'y étais qu'une fois. Amsterdam, c'est beaucoup plus abordable. C'est à 2 heures de route de chez moi. Et il y a ce quartier NDSM que j'avais visité quelque temps avant d'écrire Meurmonange et que j'avais trouvé juste étonnant. Il se trouve à 10 minutes de bateau de la gare centrale. Il y a des bateaux navettes gratuites. On peut y loger. C'est un quartier, un ancien chantier naval. Il y a des hangars partout. Ils sont décorés de plein de graphes qui sont superbes. Les containers sont réaffectés en ateliers d'artistes. Et j'avais envie de mettre ce quartier d'Amsterdam là aussi à l'honneur. Et puis cette grue, en fait, me fascinait. En fait, j'ai visité ce quartier. Je me suis retrouvée devant cet hôtel grue qui est complètement insolite. Et je ne sais pas pourquoi, ça doit être mon esprit tordu d'auteur de thriller. Je me suis dit, tiens, je verrais bien un cadavre pendu à la flèche de cette grue. Et en fait, Meurmonange est parti de ça. Et de là, je me suis dit, je connais Amsterdam maintenant pas mal, je suis inspirée par cette grue et je verrais bien un cadavre pendu à la flèche. Amsterdam a quand même un passé assez étroit avec l'Indonésie. J'ai visité l'Indonésie il y a aussi quelques années, notamment Java et Bali. Et en plus, j'aborde pas mal d'art indonésien et de rituels indonésiens dans mes cours, donc j'ai une bonne base. Et à partir de ces 2 lieux, je vais créer une intrigue, je vais créer un scénario. Et bref, et de nouveau, je me suis complètement éloignée. C'était quoi la question de départ, en fait ? Tu me fais rire. Comment tu fais tes recherches? Mais donc, sont des Eh bien, voilà. Non, tu m'as pas parlé des lieux si je les avais visités, c'est ça. Hein. Mais si, voilà. Mais donc, tu y réponds, oui, en fait, sans t'en rendre compte. J'y réponds. Je ne me rappelle plus de la question, mais j'y réponds. Et alors, pour mes recherches, j'ai chaque fois une base. J'ai chaque fois quand même une base assez solide. En tout cas, pour les Dogons du Mali, là, j'avais vraiment une très bonne base, même si les recherches ont quand même été colossales par après. Ineffaçable, les recherches ont surtout porté sur le street art parce que je suis prof aussi d'art contemporain, mais j'y connaissais à peu près rien en fait en street art, j'avoue, à part Banksy, voilà, etc.
Et Meurt mon ange aussi, j'avais une bonne base. Mais par contre, le suivant que je suis en train d'écrire, là, les recherches, elles me donnent du fil à retordre. Beaucoup plus. C'est pour ça que je suis lente. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles je suis lente. Allez, allez, encore un petit tease, mais vraiment tout petit, parce que tu en parles, donc je vais poser cette question-là, mais juste après, je vous le promets, restez bien là, on va parler de la carte Joker René Manzor. Mais tu dis, donc, je pense que tu travailles énormément, et c'est une question qui revenait souvent, c'est quoi ton rythme? En tout cas, tu as beaucoup d'activités, mais pour un point de vue écriture, c'est quoi ton rythme et tes habitudes d'écriture? Parce que tu sors très régulièrement un livre, et des gros livres avec beaucoup de recherches, avec beaucoup d'histoires qui s'entrecroisent, ça demande, j'imagine, et je le sais, beaucoup de travail. Donc, c'est quoi ton rythme à toi et tes habitudes? Alors, j'ai pas vraiment de rythme et je n'ai pas travaillé au même rythme pour tous mes livres. La Parole du Chacal, il faisait partie d'un concours et en fait, j'avais 3 mois et demi pour l'écrire. Donc là, le rythme, il était intense. J'écrivais la nuit, enfin, en dehors du boulot, c'était... j'ai mis ma vie entre parenthèses pendant 3 mois et demi. Ineffaçable, j'ai mis, je crois, 10 ou 11 mois, quelque chose comme ça. Et du coup, ça m'a paru lent pour écrire un bouquin. J'avais l'impression d'avoir plein de temps. Et pourtant, c'est une brique. Hein. Mon plus gros, il fait presque 600 pages. Et Meurt mon ange, je ne sais plus. En fait, Meurt mon ange, je l'écris par morceaux. Donc j'ai fait beaucoup de pauses en fait dans l'écriture, parce qu'il y a des moments aussi dans la vie où j'ai plus le temps d'écrire. Et donc parfois j'ai dû abandonner mon manuscrit pendant plusieurs semaines, et puis par après j'ai écrit de façon frénétique. Donc ils ont tous les trois eu droit à un rythme assez différent. Et le suivant, c'est pareil. Là, je travaille un peu comme pour Meurt mon ange. Je fais des grosses pauses. Il y a des moments où je suis incapable d'écrire. D'abord parce que j'ai trop de boulot. Ensuite parce que voilà, comme je disais, j'ai dû arrêter la course à pied à cause de problèmes de santé qui se répercutent aussi sur ma lecture et mon écriture. Et par moments, je suis juste pas capable, en fait, tout simplement d'écrire. Et je dois faire une pause de 2-3 semaines. Parfois, c'est vrai, je n'ai pas écrit pendant un mois. Là, j'ai repris l'écriture pendant les vacances. Les vacances d'ailleurs qui touchent à leur fin. Sniff, j'étais en vacances de Pâques là, et j'ai pu reprendre et écrire quelques chapitres, et ça m'a fait plaisir. Mais il y a un moment où, pour le prochain, j'en me rendrai à l'évidence. Je pense qu'une sortie 2022 sera très compliquée, même et même impossible. Donc j'ai ralenti ma vitesse d'écriture. Oui. Et sans transition, tu me vois venir à des kilomètres. Je vous l'ai promis, je vais pas jouer ça pendant toute la soirée quand même. D'abord et avant tout, parce que je sais que tout le monde ne le connaît pas, qui est René Manzor? Ça, c'est la première des questions que j'ai envie de te poser. Et la deuxième question, c'est quoi le Joker que tu as utilisé avec René Manzor? René Manzor, comment le définir? René Manzor, c'est un grand monsieur, c'est un vrai raconteur d'histoire. C'est quelqu'un de passionnant. Vous êtes à un salon avec René Manzor, tout d'un coup, hop, il tape sur son verre, il nous fait un discours comme ça, et là tout le monde est scotché, tout le monde l'écoute, il est passionnant. C'est vraiment quelqu'un de passionnant, René. J'ai lu des livres de René, j'en ai lu 2, j'avoue, pas plus. Puis comme je vous disais, j'ai des difficultés à lire aussi en ce moment. Et René est un auteur pour moi exceptionnel. J'avais envie de progresser, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, que pour moi le principal c'était de toujours écrire mieux, toujours viser la qualité, essayer d'offrir à mes lecteurs quelque chose dont je suis satisfaite. Et ça, c'est très difficile parce que je ne le suis jamais. Franchement, il faut qu'à un moment, quelqu'un me dise stop, maintenant c'est bon, t'arrêtes. Sinon, j'écris, je réécris. J'avais envie de travailler autrement, en fait, pour le prochain. Et j'avais envie d'apprendre encore et encore et de m'améliorer encore et encore. Et donc, en fait, c'est René Manzor qui me coach pour l'écriture de mon bébé 4 qui est en plein cours d'écriture.
Donc, j'ai dépassé maintenant la barre des 50 000 mots. Je suis toute folle parce que pour moi, c'est très symbolique. Puisqu'on dit qu'un livre, ça doit faire minimum 50 000 mots. Alors même s'il est loin d'être fini, pour moi, c'est déjà une grosse étape de franchie. Et le pari est gagné parce que j'apprends énormément avec René. Franchement, j'apprends énormément. Alors, je rigole toujours parce que je me dis, oh, il est sévère avec moi, René. Mais c'est pour mon bien. Hein. Il laisse rien passer, René. C'est un coach exceptionnel. Et en 2 mots, donc il le coaching... Passer, il voit tout. Il voit tout. Ouais, il laisse rien passer, il voit tout. C'est un œil de lynx. Et le coaching, avec René Manzor, c'est quoi? En quoi consiste le travail, sans tout expliquer, il n'y a pas spécialement besoin, mais concrètement, pour les gens qui nous écoutent, ça fait quoi un coach est-ce qu'il relie, est-ce qu'il te donne des exercices? Non, pas des exercices. Il lit le... Alors ça dépend, on peut lui donner un manuscrit complet, on peut lui donner une ébauche de manuscrit, on peut travailler sur lui à partir d'un plan. Moi, je lui avais envoyé le début de mon livre. J'avais peut-être 20 000 mots, quelque chose comme ça, je ne sais plus. J'étais vraiment au début, 20 ou 30 000 mots. Et j'avais dit, voilà, René, moi, j'ai un souci pour ce bouquin-là par rapport à la structure. J'ai beaucoup de doutes par rapport à la structure de ce livre. Je savais que la structure de Meurs mon ange avait été très compliquée. Et pour le suivant, la structure que j'avais mise en place, elle était aussi compliquée que Meurs mon ange. Et j'avais ajouté une difficulté en plus, c'était 2 lignes temporelles. Et je me suis dit, non, là, je risque de perdre les lecteurs, ça va être trop complexe. Passer d'une histoire à l'autre et en plus sur 2 époques, il faut que je trouve une solution que je ne trouvais pas. Et j'avais demandé à René de se focaliser là-dessus, même si, après, il m'a fait des tas d'autres conseils qui me sont extrêmement utiles. Et il m'a tout de suite proposé une solution. Il m'a dit, mais en fait, ton histoire, pourquoi tu la racontes pas plutôt de cette manière-là? Regarde, tu te concentres d'abord sur ces morceaux-là, et puis après tu ajoutes ça, et puis tu ajoutes ça, et puis tu ajoutes ce personnage, et puis tu amènes les choses petit à petit. Et en fait, il m'a fait retravailler toute ma structure. J'ai bossé comme une malade, mais il avait raison. Voilà, René, il est sévère, il me pousse dans mes retranchements, mais en plus, il a toujours raison. Attends, je vais essayer un truc. Je crois qu'il y a moyen de faire des clips. Comment je fais ça déjà? Faire un clip. Des clips? Hop. Je sais pas, j'ai appuyé sur un bouton, on verra ce que ça fait. J'aime bien essayer des trucs. Logiquement, et je joue de nouveau le cobaye, hein. Je sais pas si tu remarques. Mais... Toujours, ça isole les 30 dernières secondes, je crois. Enfin, on verra ce que ça a fait. Et donc concrètement, pour revenir à ça, eh bien, c'est donc des discussions en visio. Donc il lit, j'imagine, il te fait des commentaires, vous en discutez. Oui. C'est pas avec d'autres. C'est du coaching individuel, vraiment. Enfin, ça a l'air en tout cas. C'est du coaching individuel. De ce que tu expliques. Ok. Oui, c'est ça. Donc en fait, il lit le manuscrit ou il lit les morceaux de manuscrit parce que je lui envoie maintenant chaque fois la suite au fur et à mesure et je souligne en jaune en fait ce que j'ai changé dans les chapitres précédents suivant ses remarques. Il relit et après on fait une séance d'1 heure en visioconférence. D'accord. Donc pour les gens qui nous écoutent... aussi. Ouais, il annote aussi dans le texte tout ce qui ne va pas et après on en rediscute. Il dit par exemple ça coince, ça me pose un souci, là tu devrais retravailler comme ça et puis on en rediscute de vive voix et on trouve des solutions à 2. Et donc par rapport à quelque chose qui est très à la mode, les masterclass, et je pense qu'il en a une aussi d'ailleurs, c'est quand même très différent du coaching individuel par rapport à des vidéos de masterclass qui donnent des principes généraux, des conseils. Voilà, qui sont toujours bons à prendre, évidemment, oui. Mais c'est un rôle différent, c'est un travail différent, avec un résultat probablement un peu différent. Oui, alors, je suis pas fan des masterclass générales, j'avoue, parce que justement, ces masterclass, elles vont donner des conseils, mais pour moi, chaque auteur est unique, raconte des histoires uniques et une façon d'écrire qui est unique et développe des thèmes, ces thèmes à lui. Enfin, les thèmes ne sont pas forcément uniques, mais il a sa façon unique en tout cas de les développer. Et les masterclass, elles s'adressent à tout le monde, pour tous les livres, pour tous les auteurs, pour toutes les plumes. Et pour moi, on ne peut pas travailler de façon généraliste comme ça. J'en reviens de nouveau à mon boulot de qualiticienne. Je suis plusieurs écoles
et je les aide à mettre en place leur propre management de la qualité. Mais toutes ces écoles, elles ont leur spécificité, elles sont uniques, elles ont leurs particularités. Et moi, je viens avec des conseils, je viens avec des outils généraux, mais en dehors de ces outils généraux, je travaille avec elles vraiment conjointement pour développer des démarches qualité qui leur ressemblent, parce que elles sont uniques, elles ont leur spécificité. Et donc, j'aime bien ce côté, en fait, chez René, où il y a sa masterclass générale, où, comme tu disais, il y a des tas de bons conseils à prendre, mais à côté de ça, il propose aussi quelque chose de personnalisé en fonction des forces et des faiblesses de l'auteur. Et ce qui m'a d'ailleurs séduit dans le discours de René quand il m'a présenté son projet. Il m'a dit, je vais faire un diagnostic de ton manuscrit, je te propose un diagnostic, je vais dégager les forces et les faiblesses. Et ça, à une qualiticienne, il ne faut pas dire deux fois quoi. Hein. Je vais faire un diagnostic, oui, ok, super, c'est ce que je fais dans les écoles. Et je vais dégager, essayer de trouver quelles sont tes forces et tes faiblesses. Et c'est ce que je fais dans mon métier aussi tous les jours. Et donc j'ai trouvé la démarche super, justement parce que elle était personnalisée. Ça apporte vraiment un plus. Ouais. Alors je vais tenter le coup et je vois que la question est posée dans le chat aussi. Peux-tu nous dire de quoi parlera le prochain livre? Un petit peu. Oui. Alors le prochain livre, le thème est assez délicat et c'est aussi pour ça que je mets longtemps à l'écrire. Je prends mon temps. Je veux rendre honneur au thème qui est ultra sensible. En fait, il va parler du corps des femmes comme arme de guerre au Kivu, en République démocratique du Congo. Donc, on parle beaucoup actuellement de la guerre en Ukraine, de la situation justement des femmes, des horreurs perpétrées, etc. Il faut imaginer que là, on crie à l'abomination, au scandale. Ça fait quelques mois seulement que ça se passe, même pas. Il faut imaginer qu'en République démocratique du Congo, des faits similaires et des guerres semblables ont lieu depuis plus de 20 ans. Et qu'en fait, au niveau international, tout le monde s'en fout à peu près. C'est un pays qui est très riche, notamment en minerais. Il produit, je crois, 80% du coltan. C'est un minerai qu'on retrouve dans les GSM, les ordinateurs, etc. Et du coup, eh bien, que ce soit le bordel total là-bas, que les femmes en payent les conséquences, eh bien, ça arrange un petit peu tout le monde finalement à un niveau international, puisque ça permet de faire main basse sur les matières premières. Etc. Enfin, je ne vais pas faire tout un cours de géopolitique parce que sinon on va perdre des followers en cours de route, je crois. Je suis pas si sûr qu'on va les perdre. J'ai trouvé que le thème était extrêmement dur, mais extrêmement aussi intéressant, émouvant. Et j'ai voulu le travailler à travers la vie et les drames de deux personnages, donc une maman et sa fille, voilà, qui sont prises à mal dans l'attaque d'un village au Kivu, au Congo. Et puis je n'en dirai pas plus parce que sinon je vais spoiler. René ne serait pas content. Et René ne serait pas content. Pas du tout, non. Donc là, alors il y a d'autres thèmes que je vais développer aussi en filigrane. J'en ai discuté d'ailleurs hier avec René. Mais le thème de base, ça va être vraiment le corps des femmes et des fillettes comme arme de guerre au Kivu. Un thème c'est très très rude. Ouais. Et donc probablement courant 2023 je pense, oui. Pour la sortie. Ah oui, je veux pas bâcler. Là, il faut que je bosse à fond ce bouquin. Et Sylvie nous dit hâte de lire ce nouvel opus. Et oui, les femmes payent un lourd tribut. Donc oui, thème très important. Et très original. Et puis il y a plein de choses à en dire. Plein de pédagogie à avoir aussi, parce que c'est pas le plus connu, comme tu disais. Oui, puis c'est très délicat à traiter, en fait. C'est très délicat à traiter, oui. Ouais, parce que là, je vous ai assommé de géopolitique, mais j'essaye de ne pas le faire justement dans le livre et de partir plutôt du point de vue et de la vie de cette maman et de sa petite fille. Eh ben, dites-nous dans le chat si la géopolitique vous intéresse. Moi, je trouve ça passionnant. Après, il faut l'utiliser
dans le livre, quand on en parle, c'est encore différent, mais on peut faire des lives géopolitiques. Hein. Je suis chaud, mais on va prendre un autre jour alors. Oui. Un peu de légèreté après tout ça. Je me demandais, est-ce que ton prochain livre sera signé Clarisse? Ou est-ce que... Là, c'est pas bien de se moquer de Sylvie. Ou est-ce que... Ah, mais elle sait que je plaisante. Souvenir, c'était énorme ça. Mais donc, est-ce que tu peux expliquer pourquoi je dis ça? Et donc, soit signer Clarisse, ou alors tu peux faire un personnage qui s'appelle Clarisse pour faire un petit clin d'œil. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui ne savent pas du tout pourquoi je dis ça? Parce que Salon de Sylvie, à un moment, a pris la parole. Elle a fait son magnifique discours. Elle a dit qu'il y avait même des auteurs qui venaient de loin, comme Clarisse qui venait de Belgique. Donc voilà, il faut savoir que je crois qu'une semaine ou deux après, je participais à un autre salon, le salon d'Isabelle Bourdial, Polaroni. Et là aussi, Isabelle me cite, parce que Meurt mon ange est arrivé deuxième du concours là, de la plus belle couverture. Et elle cite en disant que voilà, la deuxième place revient à Meurt mon ange de Clarisse. Et donc là, je me suis dit, c'est pas vrai. En fait, au début, j'ai cru qu'Isabelle Bourdial le faisait exprès. Donc, en petit clin d'œil à ce qui s'était passé à Ozouer. Et puis, en fait, pas du tout. On n'était pas au repas d'Ozouer, je crois. Et elle n'avait pas du tout entendu. Et c'était pas du tout fait exprès. Et donc, bref. Je dois avoir une tête à m'appeler Clarisse. Ce qui me va, hein, c'est comme c'est ce personnage là, de Jodie Foster, hein, Clarisse, c'est dans Hannibal Lecter, hein, Le silence des agneaux. Le silence des agneaux, oui, c'est ça. Voilà. Exactement. Tu peux la remettre au goût du jour. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et pour alors peut-être te surprendre, mais oui, la géopolitique, c'est bien. Je trouve ça très intéressant, la géopolitique, nous dit Mu Riversong. Oli Boîte, oui, parler de ce que les médias zappent, c'est toujours intéressant. Donc, déjà... Alors, les médias ne zappent pas, on en parle parfois. Donc voilà, c'est un thème dont on parle parfois, mais ça fait pas la une en fait. Donc voilà, c'est un peu... on ne nie pas non plus, mais il y a ce docteur Mukwege qui en a énormément parlé, qui a reçu un prix Nobel. Et donc là, grâce à lui, en fait... on a commencé un petit peu à ouvrir les yeux, mais sinon, c'est vrai que c'est pas le thème dont on parle le plus. Et pourtant, on devrait. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Clarence, pas Clarisse. Okay. Comme ça, tu sais, plus ou moins. Hein. Je ne sais pas si vous êtes fatigué. Dites-nous. Moi, je suis encore en pleine forme, en fait, en vérité, pour tout le temps. Mais non, on va vraiment finir alors. J'avais promis. Donc, les projets, à part ce livre dont on vient de parler, il n'y a pas encore de titre, pas encore de petit non-stop secret de projet pour nous. Donc, ton prochain... J'ai déjà changé 3 fois de titre aussi. Tu as déjà changé 3 fois. Est-ce que tu as d'autres projets dont tu as envie de parler aujourd'hui? J'ai d'autres projets, mais ils sont à l'état embryonnaire. Donc ça va être peut-être un peu tôt d'en parler. Il y en a un qui est vraiment à l'état tout à fait embryonnaire, et puis il y a un projet que j'ai un peu fun avec un certain Frédéric Ernotte, mais voilà, qui est aussi à l'état embryonnaire, hein, mais dont on peut parler si tu veux. Ça dépend lequel. C'est un projet de boîte. Hein. Oui, ça on peut, oui. Ah, ça on peut. Comme ça on demandera l'avis des personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Ah oui. Vas-y, parce qu'avec Fred, on est deux gros créatifs. Alors, on s'est trouvé 2 points communs. On est deux créatifs et on est 2 amateurs de fun. Donc, on est assez joueurs, en fait, tous les 2. Et donc, on avait un projet comment est-ce qu'on va qualifier ça? De Murder Box. Je pense qu'on l'avait appelé comme ça, ou Thriller Box. Murder Box, on avait dit, oui. Ouais, de Murder Box, donc de projet de créer une boîte... une espèce de boîte d'escape boîte, mais basée sur le livre, le thriller et le meurtre. Et donc voilà, ça allait complètement à l'état embryonnaire, mais on avait très envie de créer ça pour les lecteurs, une sorte de jeu interactif, de boîte remplie de cadenas et d'énigmes, de mystères, oui. Voilà. Et notamment peut-être pour faire jouer les visiteurs dans les salons, puisque nous on est régulièrement dans les salons, et donc pour
éventuellement proposer des petites activités, et puis qui sait ailleurs. Est-ce que vous êtes joueur, vous qui nous écoutez? Est-ce que vous voudriez essayer, parce on est méchant, essayer de... Ah bah, si tu veux bien être le cobaye. Sylvie veut bien. Et R pluriel, oui, ben oui, c'est dans la boîte. Toujours, mais en fait, ça me suit, hein, c'est incroyable. Je pense que je vais finir pensionné avec cette histoire de boîte. Je me demande, ah oui, que va-t-on dire le jour où je meurs? C'est ça. Retenez ce passage. Je me demande, mais je veux pas être dans une boîte, hein, surtout pas. Mon Dieu, quelle horreur. Donc oui, cette Murder Box, bah, dites-nous si ça a l'air très joueuse. Moi, je pense que ça va intéresser. Et ben oui, on a envie de ce côté ludique qu'on retrouve aussi dans les livres et dans le thriller, mais de l'apporter avec de l'animation, avec aussi, alors malgré le côté meurtre, un côté bon enfant. Et c'est un peu, moi j'ai fait ça, je sais pas si vous connaissez, c'est de l'escape meuble. Ce sont des meubles anciens avec toute une série de cadenas aussi. Puis vous devez essayer d'ouvrir le dernier tiroir du meuble. Et pour ça, il faut le malmener mais sans le casser et aller trouver des indices un peu partout sur le meuble. C'est comme une escape room, mais il faut juste ouvrir un meuble. Et donc, il y a des choses comme ça. Et on se disait qu'une petite boîte Murder Box pouvait être sympa, effectivement. On va bosser là-dessus. Moi, je crois que ça va être drôle. On se dit que de toute façon, même si personne voulait de notre Murder Box, on allait bien se marrer à la créer. Ça, c'est sûr. Ah oui. Et on peut cacher du chocolat à l'intérieur pour Bob et Amandine. Voilà. Et puis, je suis sûr que ça passera très très bien. Mais voilà, pour les projets, ce que j'avais encore envie de te dire, c'est que y a énormément de retours positifs sur tous tes livres, mais sur Meurs mon ange aussi. Enfin, moi, j'en vois passer plein. J'ai un peu regardé pour préparer cette soirée avec toi. Je le savais déjà, mais j'ai été vérifié quand même. Beaucoup de retours positifs. Et donc, je te prédis un très bel avenir. Et en tout cas, je te le souhaite, sincèrement. Est-ce que tu penses que c'est jouable de me donner raison? Enfin, parce que moi, ça me ferait plaisir, en fait. J'en sais rien. En fait, oui, je ne sais pas du tout. Je ne prévois rien. Je fais pas de plan sur la comète. Je fais mon petit bonhomme de chemin. J'avance à mon rythme. J'écris des histoires qui me plaisent. Je travaille des thèmes aussi qui me passionnent. Que ce soit la liberté d'expression je sais pas, dans Ineffaçable, que ce soit d'autres thèmes dont je ne vais pas parler dans Meurs mon ange, sinon je spoil, que ce soit maintenant le sort des femmes au Kivu. Enfin, ce sont tous des thèmes en fait qui me tiennent à cœur et j'ai envie d'approfondir ces thèmes. J'ai envie de créer, d'inventer des histoires autour de ces thèmes qui, je l'espère, passionneront les lecteurs et si les lecteurs suivent, tant mieux et je serai aux anges et j'espère que tu auras raison Fred, pourquoi pas, mais pour moi aussi. Le principal c'est de continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais. Ça c'est vraiment le principal, voilà. Eh bien, continue à prendre du plaisir pour nous en donner, on ressort toujours plus riche, en tout cas en refermant tes livres, ça je peux te le dire. Merci. Alors c'est quoi cette histoire de Cuberdon? Tu veux expliquer aussi? C'est vrai que c'est... Est-ce que la légende... C'est une vieille légende. D'où vient la légende des Cuberdons? C'est une vieille légende qui date maintenant. Il y a bien 3 ans qu'on parle de Cuberdon. En fait, je crois que c'était un salon, un des premiers salons que j'ai fait. Je crois que j'étais même pas auteur, j'étais en mode visite. Je suis même pas sûre que j'avais déjà un bouquin de sortie. Je ne me rappelle plus. Et on avait parlé de Cuberdon sur un groupe de lecture. J'avais promis d'en apporter, ce que j'ai fait. Et puis après, du coup, au salon d'après, on m'a demandé de rapporter des Cuberdons. Et puis c'est devenu une tradition. Tout le monde attendait ces Cuberdons en fait sur les salons. Et depuis, voilà, je suis devenue, je sais plus comment on m'appelle, Madame Cuberdon ou bref, ou la reine du Cuberdon aussi parfois. Et je continue en fait, j'entretiens le mythe et la tradition et j'apporte mes Cuberdons sur les salons. Alors
du coup, j'ai eu droit quand même à quelques épisodes assez fun aussi en salon. J'ai une dame un jour qui s'est arrêtée à mon stand. J'étais justement avec Bob Garcia et Amandine. Elle n'en a eu rien à fiche de mes bouquins, elle les a pas regardés, mais par contre, elle m'a demandé si je vendais mes cuberdons. Donc, je trouvais ça quand même assez, assez unique. Et voilà. Et puis, par exemple, à l'Iris Noir, j'avais préparé, je crois, une centaine de petits sachets avec des cuberdons, des pièces en chocolat dedans. Et on avait préparé ça avec Marco et avec Nathalie, qui est bénévole au salon. Et on avait bien refermé ça avec une petite étiquette IFS. On a fait ça très très, sont très très jolis. Et chaque lecteur qui achetait un de mes livres, il recevait un petit paquet à la caisse, quoi. Donc j'essaye d'entretenir ce mythe du cuberdon et de faire plaisir à mes lecteurs avec ça. Mais puis ça intrigue aussi, apparemment ce bonbon belge a l'air d'intriguer tout le monde. Si tu veux mon avis, c'est un très bon titre. Oui. Mais il reste plus qu'à trouver l'histoire qui va avec. Mais le cuberdon tueur, mais oui, pourquoi oui, pas. parce que je n'en parle pas du tout dans mes livres. Je veux dire, même Ineffaçable, qui se passe à Bruxelles, qui est énorme, il y a 120 000 mots, c'est une brique. À aucun moment je ne parle de cuberdon. Donc ne cherchez pas de cuberdon dans mes bouquins, il n'y en a pas. Eh ben, ça devrait. Ça devrait. Bon, je vais peut-être y penser pour le suivant. Une pétition va être lancée. Dès que j'ai arrêté le stream, on va lancer une pétition pour qu'il y ait du cuberdon. Quoique, moins. On va demander à René ce qu'il en pense. Je crois que non. Clarence, un énorme merci. Je vois qu'il se fait tard tout doucement. Oui. Je vois que vous êtes toujours là. Un grand merci, moi ça m'a passionné. J'espère que toi aussi tu as passé un très très bon moment dans cette boîte que tu as testée et retestée. Dans la boîte. Eh ben écoute, j'en suis ravi. Et comme ça c'est mon habitude, je ne changerai jamais. Ça ferait jamais dire jamais, mais a priori je ne changerai jamais. Le mot de la fin de ton passage dans la boîte, dans cette nouvelle boîte version 2 Twitch, qui permet de parler bouquins. C'est très très bien. N'hésitez pas, vous, si vous avez passé une bonne soirée et que vous voulez que ça continue, simplement parlez-en autour de vous, parce que j'y arriverai pas tout seul, très 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 sincèrement. Mais en tout cas, c'est un plaisir, rien que pour des soirées aussi géniales que celle-ci, qui me redonne une pêche incroyable après de très très longues journées. Eh bien, n'hésitez pas à parler de cette chaîne Twitch et de ce projet La Boîte, où j'invite un tas de gens qui le méritent, comme toi, Clarence. Et le mot de la fin, il est pour toi, bien évidemment. Qu'as-tu envie de me dire pour clôturer ? Que faire d'autre à part te remercier de tout ce boulot en amont, parce que nous, ça nous paraît simple comme ça. Nous déjà, on galère pour arriver jusque dans la boîte. Mais il faut imaginer toute la galère de Fred en amont. Ça fait des mois qu'il vous prépare ça. Ça fait des mois qu'il sue corps et âme, qu'il n'y arrive pas, qu'il fait des tests, qu'il me dit je vais pas m'en sortir, qu'il démonte son PC pour finalement y arriver. Donc c'est un boulot énorme, et tout ça, il le fait pour mettre en avant pas seulement des auteurs, mais des tas d'autres personnes du métier du livre et de la littérature. Donc rien que pour ça, en fait, mon mot de la fin sera un grand merci à Fred. Et puis il y a eu C'est dans la boîte, plusieurs éditions aussi, la dernière avec cette couverture magnifique. Je ne peux que vous encourager à lire ce livre, qui est d'une structure aussi très très particulière et extrêmement intéressante. Et puis il y a eu la boîte sur Discord, et la boîte maintenant ici, et puis j'espère qu'on va concrétiser notre Murder Box et vous présenter bientôt une boîte physique que vous pourrez vous amuser à démonter. Voilà. Merci. Vous pourrez mener une enquête et démonter notre boîte. Merci pour tes mots, ça me touche vraiment, et je dirais que la meilleure façon de me remercier, c'est de nous faire un 4e, mais à la hauteur de ton talent. Fais-nous rêver.